Je te passe la parole. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Olivier Girard, président d'Accenture pour la France et le Benelux, pour vous remercier, Madame le Ministre, et vous remettre ce document formellement qui nous engage. Olivier. Merci à vous. Je serai court parce que Gaëtan a tout dit très bien. Et je me fais la voix, Madame la Ministre, de quelques mots que Denis et moi avons couchés sur le papier pour vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté de clôturer cette 14e édition des États de la France. C'est la 6e fois que vous participez à ce rendez-vous annuel des entreprises bien en France sur l'activité et je comprends que vous n'avez manqué aucune rencontre depuis 2014. Merci pour cette fidélité. Merci pour cette fidélité. Vous étiez d'abord venu à notre rencontre lorsque vous étiez ambassadrice aux investissements internationaux. Vous y avez fait un travail remarquable. Vous avez notamment accompagné nombre d'entre nous dans nos projets de développement en France. Vous avez été la cheville ouvrière des fameux conseils stratégiques de l'attractivité et vous avez été à l'initiative de la campagne Créative France. À ce titre, l'amélioration de l'attractivité de notre pays vous doit définitivement quelque chose. Nous vous sommes évidemment aussi redevables de ce que vous menez depuis que vous êtes au gouvernement et notamment pour avoir fondamentalement réformé le Code du travail, ce qui pour nous a été la mère de toutes les réformes et de toutes les batailles en termes d'attractivité. Et pour cela, merci aussi. Chaque année, vous avez compris, nos États de la France mettent l'accent sur une problématique qui est au cœur de nos préoccupations. En 2017, nous avions choisi la guerre des talents. L'année dernière, de faire la France le campus du monde. Et cette année, notre choix, c'est l'inclusion en faveur de ceux qui éprouvent des difficultés pour trouver leur place dans nos sociétés, et plus particulièrement la jeunesse, issue des quartiers populaires et des milieux défavorisés. Voilà, Gaëtan a tout dit, je ne vais pas refaire ce magnifique pitch qu'il a fait. Je voudrais vous remettre officiellement maintenant ce manifeste que Gaëtan nous a présenté. Voilà, merci à vous. Je vous cède la parole, je le fais devant les responsables de nos sociétés, mais également devant ceux des associations qui ont fait le choix d'œuvrer dans le domaine de l'inclusion et bien sûr devant les jeunes qui étaient là avec nous, avec ce très beau témoignage tout à l'heure. Ils sont l'avenir de la France, ils sont leur générosité, ils sont donc aussi leur attractivité. Madame la Ministre, je vous souhaite la parole. Cher Denis, cher Olivier, cher Gaëtan, chers tous, parce que je connais beaucoup d'entre vous, je voudrais vous dire d'abord merci. Merci pour relier dans la même journée les sujets d'attractivité, d'investissement, de business, de talent et d'inclusion, à un moment aussi important sur ces sujets pour la France. L'attractivité, vous en parlez chaque année. Pour nous, vous êtes le baromètre de cette attractivité. Et c'est vrai, Bruno Le Maire en a certainement reparlé. Nous sommes fiers de gagner des points en termes d'attractivité pour la France. Parce que l'attractivité des investissements étrangers, vous l'avez dit, c'est la croissance économique, c'est de l'innovation, c'est de l'emploi. Et 2 millions d'emplois, c'est ce que vous représentez en France. Merci aussi d'avoir souligné que les réformes que nous avons faites, notamment celle du marché du travail, il y a eu aussi celle de la fiscalité, sont des facteurs d'attractivité. Mais aujourd'hui, je voudrais insister, comme vous, sur quelque chose qui est au cœur des débats de société en France, en Europe et dans le monde. Les sujets de la lutte contre les inégalités, territoriales ou sociales, le sujet de l'inclusion des plus vulnérables, n'est pas un sujet de philanthropie extérieure à l'entreprise. C'est un sujet fondamental pour l'avenir de nos sociétés et donc aussi notre développement économique et aussi le business. Alors dans notre combat contre le chômage de masse en France, nous avons une stratégie en 4 éléments. C'est un gros combat puisque la France, vous le savez, connaît un chômage de masse depuis 30 ans. Aujourd'hui, il y a des jeunes, plusieurs centaines de milliers, dont aucun des 2 parents n'a jamais travaillé. C'est-à-dire que la culture du travail, la compréhension de ce que c'est qu'une entreprise, les codes sociaux, des repères professionnels, tout ça, ça n'est pas acquis. Mais ils ne veulent pas non plus se résigner. Et ils veulent eux aussi contribuer à la société et ils attendent qu'on leur tende la main. Dans le cadre de notre politique de lutte contre le chômage,
et pour le développement économique, nous procédons de façon assez systémique depuis 2 ans et demi. La première étape était la réforme du marché du travail au sens du Code du travail. Et je crois que si on peut résumer d'un mot, je retiens ce que beaucoup d'entre vous m'ont dit et ce que beaucoup de TPE et de PME en France m'ont dit, des milliers d'entre elles, j'en ai rencontré à peu près 10 000, c'est « on n'a plus peur d'embaucher ». Et je crois que c'était une réforme qui était nécessaire pour cette raison. La deuxième étape, elle est clé, c'était votre thème de l'année dernière, c'est la bataille des compétences, la bataille des talents. Je suis convaincue que pour chaque individu, chaque entreprise, chaque nation, le sujet du capital humain, du défi des compétences est le sujet clé de la compétitivité de demain. L'accès au capital financier aujourd'hui est plus aisé que l'accès au capital humain. Vous le savez bien, puisqu'une entreprise sur 2 a du mal à recruter et que nous avons effectivement un gap, une discordance entre les compétences recherchées et les compétences disponibles. Nous savons tous aussi qu'un métier sur 2 sera profondément transformé dans les 10 ans et qu'avec la révolution numérique et la transition écologique, ce sont des mutations entières de secteurs et d'entreprises qui se font. Par rapport à ça, il faut pouvoir armer les entreprises, notamment les petites, mais aussi les grandes. Et il faut aussi pouvoir armer chaque citoyen. Et aujourd'hui, j'ai 2 grands bonheurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on est ministre, mais j'ai 2 grands bonheurs. Ce que vous venez de faire sur l'inclusion, et je vais y revenir. Et mon autre bonheur, c'est ça. Mon compte formation, on vient de lancer ce matin avec le Premier ministre un droit nouveau pour 25 millions de salariés et demandeurs d'emploi en France. Depuis ce matin, en France, tous les salariés du secteur privé, lucratif et non lucratif, et tous les demandeurs d'emploi ont un droit à la formation qui est réel. Ils ont un compte formation, c'est une sorte de livret A de la formation. Ils ont un compte qui est crédité de 500 € par an, 800 € s'ils n'ont pas de diplôme ou qu'ils sont handicapés. Et chaque année, ils vont pouvoir cumuler cet argent. Et sur l'appli numérique que nous avons lancée ce matin, ils découvrent leur budget formation, mais ils découvrent plus de 100 000 offres de formation, et il y en aura beaucoup plus ensuite, pour qu'eux-mêmes soient des acteurs du changement. Alors oui, les métiers qui changent, c'est d'abord la responsabilité des entreprises, de faire évoluer les compétences de vos salariés dans vos entreprises. Mais le marché du travail de demain, il va changer, il bouge. Peu de personnes seront dans le même métier ou dans la même entreprise toute leur vie. Et donc, il nous a semblé très important, dans une économie du XXIe siècle, que soient armées les entreprises pour prendre ces défis du futur à pleine main, mais aussi d'ouvrir les portes pour que chaque salarié, chaque actif, ait aussi sa capacité à faire des choix, pour ne pas subir et craindre les changements, mais pouvoir se former pour obtenir une promotion, pouvoir changer de métier. Et à la fin, le niveau de compétences du pays va s'en trouver grandi, ce qui vous aidera aussi à trouver des compétences. Nous avons lancé cette appli il y a quelques heures. On a déjà 75 000 téléchargements. Pour un lancement de produit, c'est pas mal. Et vous savez, c'est assez rare qu'on fait un lancement de produit, qu'on est au gouvernement, qui crée un droit réel pour 25 millions de citoyens. Moi, je voulais vous le dire parce que je crois qu'on peut s'en réjouir pour tous ceux qui vont pouvoir enfin accéder à la formation. Aujourd'hui, un tiers des salariés seulement bénéficient de la formation chaque année en France. On est en retard sur l'OCDE, sur l'Allemagne, sur la Suède, sur d'autres pays. Ce sont essentiellement les cadres des grandes entreprises, ce qui est très bien, ils vont continuer à se former, ils auront toujours besoin de se former. Mais les salariés des petites et moyennes entreprises, vos sous-traitants, vos fournisseurs, et puis les ouvriers et les employés dans toutes les entreprises, y compris les vôtres, ils ont moins le droit à la formation. Or, demain, c'est clé, c'est décisif. Il faut que la formation tout au long de la vie n'aggrave pas les inégalités, mais permette d'avoir un espoir de promotion sociale, d'ascenseur social, de contribution plus grande à l'économie, aux entreprises et à la société. Et je crois que c'est vraiment une approche gagnante et gagnante pour les salariés et pour les entreprises. Donc vous allez pouvoir aussi soutenir les salariés dans ces démarches, négocier avec eux. Et je crois que vous allez trouver en face de vous des salariés, des demandeurs d'emploi qui disent « mais moi j'ai un projet, est-ce que vous m'accompagnez ?» Vous allez voir, en termes de démarche, de co-investissement, d'implication, de motivation, ça va être formidable. Aujourd'hui, j'en ai rencontré beaucoup, j'en rencontre toutes les semaines. Eh bien, quand quelqu'un choisit un métier parce qu'il l'a choisi, vous le savez bien, c'est le facteur d'engagement qui est le critère de la performance. Donc cette démarche, ce n'est pas simplement une démarche technique d'adaptation des compétences, c'est aussi une démarche d'émancipation sociale qui va aussi vous permettre d'avoir des salariés demain
encore plus motivés, encore plus engagés et encore plus performants. En même temps qu'eux, ils ont un espoir d'ascenseur social, de promotion sociale, d'évolution professionnelle ou de choix d'un métier qui fait sens pour eux. La troisième étape pour nous, c'est les réformes de l'assurance chômage qui a démarré, qui s'étale sur 6 mois et qui est importante aussi parce qu'elle va permettre de favoriser l'emploi et de lutter contre l'excès de précarité qui est un mal très français puisqu'aujourd'hui 87% des embauches, je vous invite à méditer ce chiffre, sont en CDD très court ou en intérim. Et je crois qu'on ne peut pas demander aux salariés d'être engagés, compétents, formés, de donner le meilleur d'eux-mêmes quand on ne leur propose que des contrats courts. Rien ne justifie dans l'économie que 87% des offres d'emploi soient des contrats très courts. Et quand je dis contrats très courts, c'est 2 tiers des CDD qui sont moins d'1 mois, 1/3 des CDD qui sont moins d'1 jour. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait tous notre réflexion là-dessus. Dans la réforme de l'assurance chômage, on parle de l'accompagnement, on parle de l'indemnisation des chômeurs, mais on parle aussi de la responsabilisation des employeurs. J'en appelle à vous, parce qu'on ne peut pas miser sur le capital humain avec des personnes à qui on n'offre aucune perspective. Et je crois que ça fait partie de notre responsabilité collective. Et le 4e grand volet, j'ai gardé presque le plus important pour la fin, c'est l'inclusion des plus éloignés de l'emploi, des plus vulnérables. Au moment où le chômage baisse, où l'emploi repart, cette question est plus cruciale que jamais. En France, depuis 2 ans, nous avons créé un demi-million d'emplois nets des destructions. Depuis le début de l'année, on est sur une tendance à 200-250 000. Les signaux sont sous réserve de la météo internationale économique. Les signaux sont plutôt au vert parce qu'on a encore un gap formidable et excessif entre l'offre et la demande. Une entreprise sur 2 ne trouve pas les compétences dont elle a besoin. Et l'année dernière, c'est 300 ou 400 000 emplois, c'est-à-dire un point de chômage, qui n'a pas pu être traité par faute des compétences et faute aussi de tendre la main à ceux qui sont plus éloignés. Il faut bien prendre conscience d'une chose. Nous sortons d'une période de chômage de masse massif. Et quand on parle du chômage des jeunes, quand je pense que le beau résultat que je suis en train d'annoncer, c'est qu'on est à 18% de taux de chômage au lieu de 21%. Comment on peut se réjouir du 18% ? Je ne peux pas m'en réjouir, je peux juste dire, ça y est, on a commencé, il faut continuer, mais on n'est qu'au début. Et ça, ce choix que vous avez fait, notamment en faveur de la jeunesse, des quartiers populaires, des zones prioritaires, des zones rurales, me paraît essentiel. On ne peut pas, dans un pays qui veut aller l'avant, qui est conquérant, on ne peut pas dire à la jeunesse qu'on n'a pas besoin d'eux. D'abord parce que c'est faux. On a besoin de vous, là je m'adresserai aux jeunes, on a besoin de vous. Vous l'avez dit, par définition, vous êtes notre futur, c'est mécanique. On est chacun jeune à son tour et ce sont la jeunesse qui fabrique la suite de l'histoire. Et pour cela, c'est un gâchis immense. Moi, je passe 2 jours par semaine depuis 2 ans et demi sur le terrain, dans tous les quartiers, dans toutes les zones rurales, dans toutes les périphéries et tous les territoires de la France. Eh bien, il y a un tel gâchis humain. Il y a tellement de talents cachés. Il y a tellement de vies empêchées. Si on ne leur tend pas la main, comment peuvent-ils avoir les réseaux d'entreprises, les codes sociaux, la formation pour permettre d'accéder à l'emploi ? Et au moment où justement le chômage recule, l'emploi repart, si dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, on se dit « Ah mais même quand ça va mieux, c'est pas pour nous », eh bien je crois qu'à ce moment-là, la fracture sociale et territoriale qu'on vit et qu'on vit depuis longtemps, mais qui s'est manifestée fortement depuis 18 mois, eh bien, elle peut se révéler encore plus forte. Nous n'avons pas le droit de désespérer, nous n'avons qu'un devoir, c'est de rendre possible cet accès à l'emploi, au travail, à tous. Le travail, c'est ce qui permet l'autonomie financière, la dignité, c'est ce qui permet le lien social. Vous le savez, vous en êtes convaincus, puisque c'est votre métier tous les jours. Mais dites-vous qu'il faut aussi en convaincre ceux pour lesquels ça n'est plus dans leur champ d'horizon et qui n'osent plus y croire. Et pour ça, je salue vos initiatives, parce que ça peut commencer par des choses simples. Le stage de 3e est un très bon exemple. Vous savez, dans les banlieues, comment on appelle ça, le stage 3e ? On appelle ça le stage kebab, parce que c'est le seul stage que vous pouvez trouver au bout de la rue, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui vous tende la main. Et donc le fait de 50% de vos nouvelles offres qui soient aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, la zone rurale, c'est très important. L'autre jour, je voyais une entreprise, une idée très simple et très bonne. On prend toujours les enfants du personnel dans les stages de 3e, et c'est très bien, il faut le faire. Eh bien, à chaque fois qu'il y a un jeune qui est un enfant du personnel, ils prennent un jeune d'un quartier
qui n'auraient pas eu accès. Et ils les mettent ensemble avec le même tuteur. Ça fait aussi du brassage social, ça fait grandir tout le monde, le tuteur, les deux jeunes, et je crois que c'est une démarche qui montre qu'on peut faire des choses simples. Sur l'apprentissage, nous avons dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 transformé, libéré complètement l'apprentissage de ses freins administratifs, réglementaires, financiers. Je crois même, je peux le dire ici, à la Sorbonne, je l'ai dit devant les meilleurs apprentis de France à la Sorbonne, qu'on est en train de gagner, je pense, le combat culturel. Qui est, en France, traditionnellement, la tête et les mains, c'est séparé. Je ne sais pas comment on fait pour les séparer, mais il paraît que c'est séparé. Et évidemment, il y en a un qui est supérieur à l'autre, c'est la tête qui est supérieure. Ça ne veut rien dire, on le sait. Mais je crois qu'on est en train de réconcilier du CAP à l'ingénieur l'idée que la théorie et les pratiques, ça ne s'oppose pas et que c'est au contraire le bon processus de formation que d'articuler les deux. Et dans ce contexte-là, c'est très important de tendre la main, là aussi, aux jeunes des quartiers et des zones rurales. Puisque figurez-vous quoi ? Ils ont 2 fois moins accès à l'apprentissage que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le réseau d'entreprise pour trouver l'apprentissage. Donc là aussi, votre action est essentielle. Et je voudrais aussi insister sur les jeunes en situation de handicap. Ils sont 6% dans la population. Ils ne sont que 1% dans l'apprentissage. Donc, au handicap qu'ils ont, on rajoute un handicap qui est le manque de qualification. Et c'est pour ça qu'il y a 500 000 personnes en situation de handicap à Pôle emploi, que le taux de chômage est largement le double des autres, parce qu'on ne leur donne jamais l'accès à la qualification et à l'emploi. Là aussi, il y a des réservoirs de talent, de motivation, d'engagement. Faites-le pour des raisons de business aussi. Ce sont des ressources pour vous qui en cherchez, et je crois qu'il faut leur tendre la main. Et puis, vous l'avez dit, il y a tous les autres publics. Je parlais du handicap, le programme HOPE, que mon ministère finance, je salue Glory ici, on va passer de 1500 places à 5000 places l'année prochaine. Il y a tout ce qui est l'insertion par l'économique, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, l'entreprise adaptée. On va investir l'année prochaine, c'est dans mon budget, plus d'1 milliard d'euros pour permettre ces passerelles qui permettent d'aller chercher des personnes qui ont été 5 ans, 10 ans au chômage, ou qui ont été SDF, ou qui ont eu des addictions, qui viennent de loin, mais qui ont pour autant des réservoirs et des capacités, car nul n'est inemployable à réussir. Mais il faut le marchepied. Alors là, ces entreprises adaptées, ces entreprises d'insertion, elles ont besoin de vous. Pourquoi ? Le ministère va financer les aides au poste pour compenser le manque de productivité, le temps que les personnes trouvent le rythme de travail et apprennent. Mais ils ont besoin de marcher. Donc là aussi, vous pouvez faire beaucoup dans vos appels d'offres en prenant en compte des clauses sociales qui ne changent rien à la performance. Au contraire, l'autre jour, j'étais dans une entreprise adaptée. Il y avait des travaux très confidentiels de haute voltige confiés par Airbus et qui étaient faits par une entreprise adaptée avec des personnes handicapées. Donc là aussi, vous pouvez. Et quand je dis nul n'est employable, mais j'ai un nombre d'histoires incroyables à vous raconter. Je vais juste vous en raconter une. À Toulouse, dans une ressourcerie, une recyclerie, vous savez, où on recycle de l'électroménager, des vêtements et on revend à bas prix pour des gens qui ont un faible pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de postes d'insertion, justement, pour reprendre confiance et estime de soi. Et j'étais à la partie magasin de l'électroménager de cette ressourcerie qui est une de nos entreprises d'insertion. Et là, il y a un gars qui se met à vendre les machines à laver qu'il avait. Je ne sais pas si Darty n'est pas là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit dans les investisseurs étrangers, mais je peux vous dire que n'importe quelle des entreprises ici qui ont des vendeurs, l'embaucher, d'ailleurs il est embauché depuis, demain matin, un vendeur né. Alors, je me suis dit, bon, ils ont dû tricher, ça ne doit pas être tout à fait public concerné. Et je demande donc à ce monsieur, depuis combien de temps il est là ? 3 mois. Comment il a trouvé ? Il y avait marqué, ici on recrute, il est entré, ils l'ont pris sans lui demander son CV. Je lui demandais ce qu'il avait fait avant. 10 ans SDF. 10 ans SDF. C'était un surdoué de la vente. Mais il a décroché à un moment donné, perte d'emploi, divorce, perte du logement, c'est parti en spirale, puis des addictions, puis il a remonté la pente. Ce gars, si ça se trouve, on va le retrouver chef d'entreprise un jour, entrepreneur, où il va prendre des responsabilités de management d'équipe, parce qu'il a l'air très doué pour ça aussi. Et c'est ça qu'il faut faire aussi dans le pari de la confiance, le pari humain. Quand Glory dit qu'il est arrivé, avec tout ce que vous avez subi pour venir ici, on sait déjà que vous avez du caractère. Et puis là, maintenant, vous n'allez pas vous arrêter au CAP, qui était déjà une belle conquête. Vous voulez devenir chef de chantier. Il faut le faire aussi pour ces raisons-là. Parce que toutes ces personnes que vous allez aider, un jour, elles vont aider votre entreprise. Et je crois que c'est un élément essentiel. Alors, on a vécu en France 18 mois très difficiles, mais on les vit dans d'autres pays. Ils n'ont pas la forme des gilets jaunes dans tous les pays. Mais regardez les élections dans beaucoup de pays. Il y a le même sentiment d'être éloigné des élites,
des métropoles, de là où ça se passe, de là où il y a la richesse, de là où il y a l'emploi, de là où il y a l'éducation, la santé, qui se manifestent dans beaucoup de pays. Nous sommes en train de faire tous nos efforts en tant que gouvernement pour corriger ça. Mais il faut aussi, et ça c'est vraiment l'alliance privée et publique, qu'on tende la main à ceux qui pensent aujourd'hui, parfois avec raison, qu'ils sont exclus de cette dynamique et qu'on leur prouve par les actes qu'ils sont les bienvenus, qu'on a besoin d'eux et que c'est possible pour eux aussi. Alors oui, ce n'est pas une démarche, je dirais, de philanthropie au sens classique, parce que les engagements que vous avez pris, c'est beaucoup plus que donner de l'argent. C'est aussi de l'argent, mais c'est d'abord et surtout l'engagement. Et j'ai entendu ce qui veut dire l'engagement des équipes, ça rentre dans la culture d'entreprise. Je crois que vous avez tous pu constater, je l'ai vécu dans ma vie d'entreprise, que c'est aussi des facteurs de motivation et d'engagement formidables pour les équipes, de pouvoir donner du sens au travail en tendant la main. C'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour l'inclusion sociale. Et donc, je voudrais terminer là-dessus pour vous dire d'abord que je suis impressionnée, je ne suis pas facilement, par votre engagement, parce que ce n'est pas juste des belles phrases, c'est des engagements, que vous êtes 74 à l'avoir déjà signé, c'est extrêmement important, et je ne doute pas qu'il y en aura d'autres, parce que c'est contagieux, ce genre de démarche. Je voudrais vous inviter aussi à rejoindre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à travers vos filiales et vos établissements, les clubs La France Une Chance, les entreprises s'engagent. À la demande du Président de la République, nous avons initié dans chaque département, c'est un chef d'entreprise qui préside à chaque fois, et c'est des entreprises qui déclarent qu'elles veulent être inclusives et qui sont prêtes à s'engager, qui sur les jeunes, qui sur le handicap, qui sur les réfugiés, chacun à sa façon. Eh bien, aujourd'hui, on a commencé il y a 6 mois, il y a 90 clubs, il y a déjà 7000 entreprises engagées, et beaucoup des PME. Et je trouve que c'est intéressant que des grands groupes et des PME se rejoignent. Et parmi ces PME, il y en a beaucoup qui sont vos fournisseurs, qui sont votre écosystème. Je trouve qu'ils vous voient aussi, dans ces clubs, contribuer à tirer tout le monde vers le haut. C'est un élément très fort. Alors, je terminerai d'abord pour vous dire ce merci. Votre engagement nous engage, parce que nous, c'est tous les programmes derrière, les dispositifs publics. On s'engage mutuellement, ça me paraît très important. Et puis, in fine, je pense que c'est comme ça aussi, par ces actions concrètes, qu'on définit peu à peu, qu'on modèle, qu'on dessine, qu'on invente un capitalisme qui est responsable, qui est durable. Parce qu'il ne se pense pas hors d'un territoire, hors de la société, mais au cœur de la société, au cœur des territoires. Et je pense que les citoyens, mais aussi les consommateurs, mais aussi les clients sont de plus en plus sensibles à ces aspects-là. Antoine Ribou, pour qui j'ai travaillé, avait la coutume de dire « Une entreprise ne se développe pas dans un désert ». C'est exactement ça le sujet. Par cet engagement, vous montrez encore plus fort que d'habitude votre engagement pour la France, pour les territoires, pour l'inclusion, mais aussi votre vision d'un capitalisme, d'une manière de faire du business qui, à mon avis, est profonde, puissante, durable et sur lequel, en tant que Français, en tant qu'Européens et en tant qu'autre entreprise qui partage ces valeurs de rejoindre l'économique et le social, vous pouvez faire beaucoup. Donc je compte sur vous et on sera ensemble pour ce beau combat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel Pénicaud. L'action que vous menez au service du pays, au service de l'emploi, nous le soutenons. Nous la soutenons. Nous vous encourageons à continuer ce combat parce que c'est un combat et tous les jours. Et vous pouvez compter sur nous pour conjuguer encore mieux à l'avenir investissement, création d'emplois avec inclusion sociale. Merci beaucoup. Voilà, ces États de la France sont sur le point de s'achever, mais vous allez être super sympa et vous allez encore m'accorder 1 minute 30. Parce que je voudrais faire quelques remerciements. D'abord, remercier les partenaires des États de la France et plus spécifiquement les partenaires stratégiques. Sans eux, cet événement ne pourrait pas avoir lieu.
Je voudrais remercier, il est sorti, mais Denis Zervoudaki à nouveau. Il est à l'origine de cet événement et il ne cesse d'œuvrer pour mobiliser notre communauté et d'œuvrer pour le plus grand bien de la France et de son attractivité. Et puis je voudrais vous remercier, vous tous, à la fois responsables d'entreprises, d'associations et nos jeunes de France qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. On aurait aimé multiplier les témoignages de votre part. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 15e édition des États de la France. Souhaitons que ce soit l'occasion de célébrer des avancées supplémentaires, des réformes et des résultats, de la croissance et de l'inclusion. Il le faut pour le pays, bien sûr pour son attractivité, mais aussi pour son optimisme et pour sa sérénité. Merci à tous.